Slava Ukraini! A country at war. La guerre est déclarée. La Russie a déclenché une opération militaire de grande envergure sur tout le territoire ukrainien. The Russian attack on Ukraine. Quel bilan faites-vous de ces 2 années de conflit en Ukraine et est-ce que, selon vous, le soutien militaire européen a évolué positivement et comment inscrire ce soutien dans la durée ? Alors tout d'abord pour le bilan de cette guerre, je pense que déjà au niveau ukrainien, c'est bien sûr un bilan dévastateur. C'est une catastrophe pour le pays, pour les Ukrainiens, pour tous les réfugiés. Et malheureusement, on n'est pas prêt à en voir la fin. C'est-à-dire sur le point militaire, le front n'a pas bougé depuis 1 an quasiment. Et sur le plan plus politique, il est très difficile de voir en quoi pourrait consister un compromis au vu des intentions ou des objectifs de guerre déclarés par les 2 côtés. Sur le plan plus européen ou euro-atlantique, on peut dire que cette guerre a complètement bouleversé l'ordre de sécurité européen, qui reposait sur des principes que la Russie ne respecte absolument pas. Et donc, on ne sait pas trop dans quelle direction tout ça pourra aller, même le jour après la guerre. Parce qu'une chose à bien garder en tête avec cette guerre, c'est que le conflit entre l'Occident et la Russie ne se terminera pas le jour où la guerre en Ukraine se termine. Le gouvernement russe nous a bien fait comprendre qu'il se voit en conflit avec l'Occident, l'OTAN, les États-Unis. Et donc, il faut vraiment se préparer à des relations antagonistes avec la Russie dans la longue durée. Alors, le soutien à l'Ukraine, je pense, pareil, il faut distinguer plusieurs aspects. Il y a la volonté politique, tout d'abord, et puis il y a la question capacitaire, tout simplement. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de soutenir l'Ukraine ? En ce qui concerne la volonté politique, il faut évidemment se faire de grands soucis au vu des élections américaines, où on peut être quasiment sûr que si un candidat républicain gagne les élections, on va être dans une situation très difficile. On est déjà dans une situation très difficile au vu des majorités au Congrès américain. Et donc la grande question, c'est de savoir si les Européens peuvent remplacer les Américains. Alors en Europe même, on parle parfois de fatigue de guerre, mais j'ai quand même l'impression que la grande majorité des gouvernements, et surtout les gouvernements des pays un peu plus grands ont bien cette volonté. L'Allemagne pousse pour plus de soutien. La France vient aussi d'annoncer plus de soutien. Et vous avez un groupe de pays qui sont plus petits, mais qui vraiment sont très impliqués dans le soutien de l'Ukraine. Les pays baltes, la Pologne, les pays nordiques, etc. Sur le plan capacitaire, c'est un peu plus compliqué, parce que pour l'instant, l'Europe n'a tout simplement pas les moyens de produire ce qu'il faut pour l'Ukraine. Mais il faut espérer qu'il y a des efforts à la fois au niveau national, mais aussi que les efforts au niveau de l'Union européenne aboutissent dans un avenir proche. Comment les pays du nord de l'Europe, donc les pays scandinaves ou les pays baltes, se positionnent-ils sur cette question ? Est-ce qu'ils sont plus séduits par une proposition française d'autonomie stratégique ou alors plutôt par une proposition allemande de renforcer la sécurité collective au sein de l'OTAN en allant vers d'autres partenariats ? Alors, je pense qu'actuellement, le débat sur l'autonomie stratégique, il est en pause et qu'on est vraiment dans une logique otanienne un peu partout. Alors, c'est le cas des pays baltes qui, de toute façon, sont déjà membres de l'OTAN. C'est le cas de la Norvège et du Danemark qui sont membres fondateurs de l'OTAN. Mais c'est évidemment aussi le cas de la Finlande qui vient tout juste rejoindre l'OTAN et donc qui a bien marqué son choix en demandant cette adhésion. Et de même pour la Suède qui attend toujours le feu vert turc et hongrois, mais qui se prépare aussi à cette adhésion. Donc il n'y a vraiment aucun doute sur les ambitions atlantistes de ces pays, sachant que même dans cette région d'Europe, on suit les élections américaines et on ne sait pas trop ce qui se passera le jour d'après si jamais Trump est réélu. Mais je pense sincèrement que les propositions françaises en ce moment n'intéressent pas grand monde dans les capitales baltes et nordiques. Certains de ces pays sont frontaliers avec la Russie. Comment envisagez-vous l'évolution de leur relation avec ce grand voisin qui est devenu antagoniste, en fait, et puis plus généralement celle de l'Europe dans son ensemble avec la Russie ?
Alors, je crois que déjà dans la région du Nord, il faut distinguer les Baltes des Nordiques. Alors, dans les pays baltes, et c'est tout à fait compréhensible au vu de leur histoire comme l'ancienne République soviétique, la tendance est vraiment à voir la Russie comme un antagoniste et de vouloir isoler la Russie au maximum et de miser sur la dissuasion, je dirais, à 150%. La tradition est un peu différente en Europe du Nord, notamment en Norvège ou au Danemark, encore une fois, qui sont membres fondateurs de l'OTAN, mais qui ont toujours eu cette politique d'équilibre entre la dissuasion de la Russie, mais aussi de réassurance de l'Union soviétique à l'époque, pour bien marquer que leurs territoires ne seront jamais utilisés ou ne seront jamais de base pour des actions offensives contre l'Union soviétique. Sachant que quand on parle du Danemark, c'est surtout du Groenland, en fait, qu'on parle, puisque le Danemark n'est pas... Enfin, le Danemark propre n'a pas de frontière avec la Russie. Alors, ces politiques aussi évoluent parce qu'on n'a aucune illusion sur la Russie et la menace russe, ni à Oslo, ni à Copenhague, mais il reste quand même des éléments de cette approche un peu plus, je dirais, ouverte, un dialogue sur certains aspects. Et il y a aussi, je pense, dans cette région, toujours un désir de coopération avec la Russie sur certains aspects bien précis, notamment en lien avec l'Arctique, le changement climatique, etc. Donc des questions pas forcément militaires, ou même pas militaires du tout, mais où la Russie et ces pays ont des problèmes en commun, tout simplement du fait de leur positionnement géographique. Alors, la Finlande, traditionnellement, a une approche assez similaire. On verra ce que devient de ce qu'on appelait autrefois l'esprit de Helsinki, ce qu'il en devient. La Finlande est rentrée dans l'OTAN sans réserve. Donc, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'approche un peu comparable à ce que je viens de décrire pour la Norvège, avec des restrictions sur, par exemple, les opérations de forces étrangères sur territoire national, etc. Donc, à voir comment la Finlande décide de définir son rôle au sein de l'OTAN, et de même pour la Suède, qui de toute façon n'est pas encore rentrée, mais disons sur le plan un peu rhétorique ou de son discours, est plus proche des pays baltes en ce moment que de la Norvège. Et concernant l'Europe dans son ensemble? Alors, je pense qu'en Europe, vraiment, on aura des discussions assez compliquées à mener parce qu'il y a un peu deux écoles qui vont un peu dans le même sens de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il y a ceux qui disent qu'il faut vraiment complètement isoler la Russie. Il y a ceux qui refusent, par exemple, d'être dans la même salle que des représentants russes lors de sommets OSCE, etc. Et d'autres qui disent il n'y a aucun doute sur la menace russe. Enfin, il ne s'agit pas du tout d'être pro-russe, sauf quelques gouvernements. Enfin, je veux dire, la Hongrie, où c'est peut-être un peu différent, mais dans la majorité des Européens, il n'y a aucun doute sur la menace russe. Mais il y a aussi des voix un peu plus, comment dirais-je, pragmatiques qui disent de toute façon la Russie est là, il faut bien qu'on trouve un moyen de vivre au moins à côté de la Russie, même si on n'arrive pas à vivre ensemble, mais de trouver un moyen de trouver un minimum de coopération au sens du contrôle des armements, par exemple, pour éviter les escalades, de trouver des mécanismes de dialogue pour éviter que la situation ne devienne encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Comment on peut répartir entre ces deux groupes les différents pays? Donc, d'un côté, ceux qui sont pour une position ferme et d'autres pour une position pragmatique. Vous mettriez quel pays dans le premier et quel pays dans le deuxième groupe? Alors, c'est parfois difficile à dire parce qu'en fait, ce débat sur l'avenir de l'architecture de sécurité européenne, moi j'ai l'impression qu'il n'a pas encore véritablement commencé parce que pour l'instant, on se concentre pour des raisons tout à fait compréhensibles sur la guerre en Ukraine. Mais pour faire simple, les durs, on les trouve sur ce qu'on appelle le flanc Est. Donc c'est les pays baltes, c'est la Pologne, c'est la Roumanie, c'est des pays aussi qui ont des expériences historiques avec la Russie qui les rendent peut-être plus sceptiques à la possibilité ou à l'idée de la possibilité de vivre avec la Russie.
Où se positionne l'Allemagne, je trouve qu'il est assez difficile de le dire. Historiquement, traditionnellement, durant la guerre froide, elle était plus dans le camp pragmatique, je dirais. À voir ce que ça donne. La France, j'aurais tendance à dire qu'elle est plus du côté pragmatique. Et il faut dire aussi qu'il y a les pays du sud de l'Europe où... Pareil, je ne pense pas qu'on ait des doutes sur la menace russe ou sur la gravité de la situation, mais ce n'est pas non plus la grande priorité. Et donc, je pense que beaucoup de ces questions, en fait, dépendront du leadership américain, parce que les Européens, entre eux, ont sans doute du mal à se mettre d'accord sur une approche à suivre. Et dans ce sens, auront besoin du leadership un peu conceptuel de Washington. Concernant la France et l'Allemagne, comment analysez-vous leur divergence sur l'architecture européenne de sécurité? Est-ce que vous pensez que leurs deux positions vont être conciliables à l'avenir? Alors, je pense d'un côté qu'il faut peut-être faire attention à ne pas exagérer les différences, parce que la France pousse cette idée d'autonomie stratégique, mais ça ne veut pas non plus dire que la France est anti-otanienne. Alors que l'Allemagne, c'est clair et net, l'Allemagne est atlantiste, otanienne, et c'est pleinement dans ce contexte-là qu'elle s'inscrit. Le facteur décisif pour savoir où iront toutes ces discussions, je pense que ce seront les élections américaines. Et si l'option atlantiste existera toujours le 6 novembre. Et j'imagine que si jamais Trump est réélu ou un autre républicain qui souhaiterait réduire l'engagement américain en Europe, les idées françaises, de toute façon, reviendront sur le devant de la scène, parce que quel autre plan B avons-nous en Europe ? En ce moment, ce débat, comme je le disais tout à l'heure, n'a peut-être pas vraiment tout à fait commencé, mais il faudra qu'il ait lieu et il faudra que la France et l'Allemagne surtout développent une vision commune. Et c'est ça qui manque en ce moment, il n'y a pas de vision commune et je ne suis pas non plus très sûre qu'il existe une véritable vision pour l'avenir de l'architecture de sécurité européenne à travers... toute l'Europe. Des idées très concrètes de comment on peut faire, quelle posture de dissuasion à adopter face à la Russie, comment éventuellement essayer de réengager la Russie sur certains dossiers très très précis qui sont dans l'intérêt commun. Je disais tout à l'heure tout ce qui est maîtrise des armements et mesures à prendre pour éviter l'escalade militaire de ce conflit. Et donc, pour l'instant, il manque d'idées, de concepts un peu partout, malheureusement. Donc, en gros, la situation va rester figée jusqu'au 6 novembre, et puis ensuite jusqu'à la fin de ce conflit ukrainien. Malheureusement, oui. Alors, je ne sais pas non plus si les élections américaines vont présenter une solution à la situation. Les Européens pourraient très bien être forcés de finalement réfléchir. Vous entendez déjà des voix en Allemagne, par exemple, comme quoi l'Europe doit se préparer à une réélection du président Trump. Alors, ça vient du même parti qui était opposé à l'autonomie stratégique pendant de longues années, donc c'est un peu dommage parce qu'il y a énormément d'occasions manquées. Évidemment, il y a aussi l'occasion manquée de l'invitation du président Macron d'avoir un vrai dialogue stratégique en Europe où, à ma connaissance, il ne s'est pas passé grand-chose par la suite. Et donc, évidemment qu'il serait catastrophique pour l'Europe si Trump est réélu, mais si on veut y voir quelque chose de positif, c'est qu'au moins, peut-être, ça forcera les Européens à vraiment réfléchir à l'avenir de leur sécurité et d'au moins vouloir réfléchir à cette éventualité d'une réduction des garanties de sécurité américaines pour l'Europe, qui risque d'arriver même sous un président démocrate au vu du pivot américain vers la Chine et des développements en politique interne américaine.